Et voilà, la réunion est lancée. Bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce nouvel épisode des mercredis du COFER. Et j'ai l'honneur, le privilège de devoir modérer le professeur Emmanuel Dernis, avec qui nous avons donc réorganisé cette reprise des mercredis du COFER. Donc Emmanuel qui était pendant longtemps au Mans, ce qui m'a donné le grand bonheur de pouvoir profiter de son enseignement pendant un certain nombre d'années dans la région Grand Ouest, mais qui est maintenant parti du Grand Ouest vers le Nord-Ouest, à Caen, et qui nous avait proposé ce sujet sur les arthrites réactionnelles à l'heure de la PrEP. Donc, Emmanuel, on te laisse la parole pour 20 minutes, et à tout le monde, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation ou dans le Q, questions et réponses au fur et à mesure pour la discussion qui suivra la présentation. Merci Guillermo, merci de ces gentils mots. Moi aussi, j'ai eu le bonheur de pouvoir travailler avec toi dans une bonne période dans l'Ouest. Alors, lorsqu'on a relancé les mercredis du COFER, c'était au mois de juin de 2024 et on s'est interrogé sur finalement la place des arthrites réactionnelles. Vous savez que la description, c'est dans la Somme initialement, de médecins pendant la Première Guerre mondiale, avec la description d'un fameux syndrome, en français dans le texte, le syndrome conjonctivo-urétro-synovial. Et pourquoi j'ai marqué de façon un peu anecdotique, mais à l'heure de la PrEP, c'était, bien sûr, voici mes liens d'intérêt, c'était parce que là, en juin, on a vu, et vous avez probablement tous vu ces journaux et dans le grand public, cette grande inquiétude, cette forte inquiétude qu'on a vis-à-vis de la recrudescence des infections sexuellement transmissibles, et en particulier de la syphilis. Vous savez peut-être qu'actuellement, le taux de syphilis aux États-Unis est équivalent à celui de 1950. Donc, vraiment une inquiétude forte sur certaines IST. J'en profite pour vous dire, pour ceux que ça intéresse, et je pense que ça peut être intéressant de regarder ce rapport vicénal. On a un état des lieux fait de façon tout à fait correcte par l'INSERM sur le contexte de la sexualité en France et de la santé sexuelle, parce que les plus jeunes d'entre nous, en particulier vous, les internes, vous avez appris cet item qui est la santé sexuelle. C'est un élément très important et on a eu là très récemment les publications, des données. Alors, il y a plein d'éléments intéressants, vous pourrez les regarder. Je me suis permise d'extraire ces éléments-là pour vous dire pourquoi on s'est interrogé, ou en tout cas, je me suis interrogée de la place des arthrites réactionnelles à l'heure actuelle. C'est que vous voyez que depuis la trithérapie, l'utilisation des préservatifs est moins importante et plutôt stagnante, on va dire, depuis le début du XXIe siècle. Deuxième élément, vous savez que maintenant, dans la prophylaxie du risque de transmission du VIH, on a la prophylaxie pré-exposition chez des personnes qui seraient amenées à avoir des comportements ou des pratiques à risque. Ils peuvent utiliser la PrEP en pré-exposition et que la PrEP est actuellement, vous le savez, utilisable également en médecine de ville. Donc ça, c'est médecine générale, ce qui est très important en termes de prévention. Autre élément de discussion qu'il faut qu'on ait quand même à l'esprit, même si on est rhumatologue, vous pourriez dire mais pourquoi Mme Dernis me parle de sexualité, d'IST ou de PrEP? Je pense qu'il faut qu'on soit quand même au courant des pratiques de nos contemporains. Et là, je vous livre un élément qui m'a surpris, c'est l'utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel avec un nouveau partenaire chez les hommes et chez les femmes. Vous avez la répartition et vous voyez qu'il n'est que de 50% chez les hommes et que de 56% chez les femmes. Alors, il est vrai qu'en termes de risque de contamination, il y a une population qui est plus à risque, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et vous savez que là aussi, cette population de comportement a parfois des pratiques de type chemsex, qui sont des éléments avec éventuellement des facteurs favorisants de partenaires multiples, etc. Il faut savoir aborder, quelle que soit la sexualité de nos patients, ces facteurs de risque à l'heure d'une telle incidence des IST. Voilà, prévalence à nouveau selon l'INSERM du chlamydia trachomatis chez la femme et chez l'homme. Vous voyez que le pourcentage n'est pas négligeable. Donc ça, il faut qu'on y pense. Voilà, beaucoup d'informations. Cette population, en particulier les HSH, comme on dit, et le grand public sont complètement informés de tous ces éléments. En préparant cet exposé, il y a beaucoup d'éléments en direction de nos
plus jeunes patients qui sont importants. Et je pense qu'en tant que rhumatologue, quelle que soit notre expérience, il faut qu'on soit tout à fait au courant de ces éléments. Cependant, je vais revenir sur la rhumatologie. Vous savez qu'on parle plus volontiers du syndrome de Fissinger-Leroy, qu'on n'utilise plus le terme inhérent à notre collègue allemand de 1976. Donc, on utilise soit le terme d'arthrite réactionnelle, soit le syndrome de Fissinger-Leroy, qui étaient donc tous les deux français. Vous le savez, je ne vais pas aller plus loin. Cet exposé sera en complément de l'exposé fait par Daniel Van Ling il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans. Et Daniel avait fait beaucoup de commentaires sur la physiopathologie. J'en ferai moins. Je vais essayer de compléter par la clinique pour qu'on ait en mémoire, que vous ayez en mémoire dans votre pratique, vous êtes des internes, qu'est-ce que je dois rechercher si j'évoque une arthrite réactionnelle. Avant de faire la clinique, je reprends le diagnostic et la définition. C'est des arthrites stériles qui sont déclenchées suite à une infection déclenchante muqueuse. Et le délai d'apparition entre l'arthrite et l'infection muqueuse, qu'elle soit génitale ou qu'elle soit digestive, est de l'ordre d'1 mois, entre 3 et 6 semaines selon les recommandations, les critères de classification, mais c'est plutôt 1 mois qui est retenu et qu'on a tous appris avec les critères d'AMOR, 3 jours à 6 semaines. C'est des arthrites aseptiques, c'est-à-dire que le germe ne peut pas être cultivable au sein de l'articulation. Et à nouveau, c'est facile, ça vous le savez, c'est la même présentation clinique, le même terrain génétique que les spondylarthrites. Et si vous devez retenir quelque chose, l'arthrite réactionnelle, c'est l'archétype de la spondyloarthrite aiguë, extrêmement inflammatoire. Donc on exclut complètement de ce cadre des arthrites réactionnelles les arthrites post-streptococciques, post-méningococciques, les arthrites liées ou satellites à une virose. On est vraiment dans un concept de spondyloarthrite associé au B27. Prévalence extrêmement difficile à retrouver, de l'ordre de 10 pour 100 000 habitants. C'est probablement sous-estimé, peu importe. La répartition en fonction des pays, là aussi, la prévalence ou la variation géographique de prévalence est très, on va dire, aléatoire. Mais il faut que vous gardiez en mémoire, même si c'est peu fréquent. Vous avez vu que Daniel Van Ling et son équipe avaient montré une stabilité dans un CHU qui a une population assez stable autour de lui depuis une vingtaine d'années, 6 cas à peu près par an qui arrivent dans le service de rhumatologie. Donc une prévalence qui reste pour l'heure, et l'interrogation d'aujourd'hui, ça sera est-ce que ça sera le cas dans le futur, une prévalence qui reste pour l'heure assez stable. Je ne reviens pas dessus, vous vous souvenez, les arthrites réactionnelles font parfaitement partie du spectre des spondyloarthrites, même si on ne les voit plus aussi fréquemment que nos aînés. Hein. Moi, je pense que dans les années 70 ou après, par exemple, les événements d'Algérie, il y avait beaucoup plus de patients qui sont revenus avec des arthrites de ce type. Ces patients-là, on ne les a pas vus depuis une vingtaine ou une quarantaine d'années. Mais il y en a encore. L'association avec le B27, j'y reviendrai, il est de l'ordre de 40 à 80% en fonction des formes. Très très rapidement parce que je n'ai pas le temps et puis Daniel a été beaucoup plus précis dans sa présentation, je vous renvoie vers celle-ci. On a une pénétration du germe, on va parler essentiellement de bactéries aujourd'hui parce qu'on parlera des plus fréquentes. Au niveau muqueux, est-ce que la dysbiose engendre une pénétration plus importante ou à l'inverse, est-ce que c'est parce qu'on a une pénétration que la dysbiose est là? Phagocytose du germe, présentation à l'antigène. Et ce qui va se passer, c'est non pas la localisation de la bactérie vivante dans l'articulation, mais à l'inverse, de produits de dégradation de cette bactérie, que ce soit le DNA, le RNA, au niveau de la cavité articulaire, ou d'autres hypothèses, des bactéries qu'on va considérer comme dormantes au sein de certains macrophages dans l'articulation, en tout cas une bactérie qui n'est pas cultivable, et cette bactérie va déclencher une réaction inflammatoire localisée préférentiellement aux articulations, donc on va essentiellement parler d'arthrite, mais également sur des locations muqueuses, digestives ou oculaires. Donc c'est vraiment avec des présentations qui sont très spécifiques du Fissinger, que je vais essayer de vous expliquer après. Deux formes, vénérienne le plus fréquemment, chlamydia trachomatis, c'est le plus important à l'heure actuelle, c'est plutôt nos sujets jeunes qui peuvent développer ce genre d'atteinte. En fonction du sérotype du chlamydia, la manifestation ne sera pas identique sur le plan des IST. Ça, on en discutera éventuellement après. Pour les formes dysentériques, c'est des formes qui surviennent
qu'on voit moins fréquemment, c'est souvent des formes épidémiques qu'on va retrouver avec Shigella, Yersinia ou Salmonelle. Vous aimez ici ce qui est retrouvé dans la littérature avec les produits bactériens qui ont été identifiés pour les différentes molécules, que ce soit une pénétration par le tractus urogénital ou une pénétration au niveau du tractus digestif. Vous avez ici les bactéries les plus fréquentes, mais vous savez probablement qu'on a également d'autres types de bactéries ou de virus qui peuvent être impliqués, je vais y revenir, mais avant de parler de celle-ci, le porte d'entrée urétrale, c'est plutôt le chlamydia, donc c'est une urétrite non gonococcique, et vous vous souvenez surtout actuellement avec cette émergence des IST, qu'on a 30% de co-infection à gonocoque, d'accord? Ici, on va parler aujourd'hui des urétrites liées aux arthrites réactionnelles qui sont non gonococciques, mais méfiez-vous des co-infestations gonocoque, syphilis et VIH également. Juste pour vous rappeler, vous voyez ici, j'ai mis volontairement des éléments que j'utilisais pour cette présentation il y a 10 ans en arrière, et les éléments que vous avez actuellement, c'est la partie droite du diaporama. Vous voyez que la prévalence du dépistage des infections à Chlamydia trachomatis est en progression de façon très importante depuis maintenant depuis près de 20 ans. Hein. Quelles que soient les pratiques sexuelles, vous voyez, on a une répartition et une augmentation, que ce soit des rapports hétéros pour la femme ou pour l'homme, ou des rapports hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, on a une augmentation de la prévalence de ces infections pour l'ensemble de ces catégories de pratiques sexuelles. Sur le plan digestif, je vais vite, Yersinia, Shigella, Salmonella, Campylobacter jejuni. On le voit de moins en moins, mais quand vous aurez la possibilité d'avoir un tableau que vous évoquez potentiellement être avec une porte d'entrée intestinale, il faudra faire une culture et rechercher systématiquement cette bactérie chez les patients. Vous voyez que le risque, lorsqu'on a une infection à Yersinia, Salmonelle ou ces différentes entérobactéries, le risque de développer une arthrite réactionnelle est faible, de l'ordre de 1% à 5% en fonction des patients. Mais c'est quelque chose qu'il faudra savoir rechercher, nous, rhumatos ou éventuellement urgentistes, lorsqu'on voit ces tableaux extrêmement aigus qui arrivent aux urgences. Un petit point particulier, je vous ai dit, il n'y a pas que les bactéries, il n'y a pas que ce qui est classique et ce que je viens de vous dire, il y a plein d'interrogations sur la place de certains virus, de certains parasites. Je ne parlerai pas du Covid parce que on a quelques cas d'arthrite réactionnelle associée au Covid, mais qui sont aussi peut-être des arthrites post-infectieuses. Je parlerai un petit peu plus de différentes arthrites réactionnelles que j'ai vues récemment. Et la dernière que j'ai vue, c'était une arthrite liée à la BCG thérapie. Et donc, juste pour vous souvenir, hein, BCG thérapie dans le cadre de néoplasie de la vessie, on peut avoir bien sûr des arthrites réactionnelles, on peut avoir des arthrites infectieuses si jamais la bactérie, le bacille se met à se multiplier, mais c'est surtout des arthrites réactionnelles et c'est plutôt des tableaux d'oligoarthrite ou de monoarthrite, souvent isolés, c'est-à-dire sans aucun signe extra-articulaire, mais avec de la fièvre. Il faut y penser quand vous allez aller faire un avis dans les services d'urologie ou si vous voyez un patient arriver après ce type de thérapeutique. Allez, un peu de clinique. Je vais aller vraiment dans le détail dans la clinique. Vous ne verrez probablement jamais ces formes complètes, mais je voudrais quand même que vous vous en souveniez parce qu'elles sont très caractéristiques d'une arthrite réactionnelle explosive, on va dire. La triade classique décrite par le roi Efficinger, c'est la triade oculo-urétro-synoviale, d'accord? Donc qui associe, on y reviendra, une urétrite, une atteinte oculaire qui est une conjonctivite et des formes synoviales qui sont des signes articulaires de type spondyloarthrite, oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs, plutôt addictifs, plutôt ascendants, avec parfois des dactylites. Et dans à peu près 30% des cas de la littérature, on retrouve des rachialgies. S'y associent des signes francs, avec une fièvre et souvent une altération de l'état général extrêmement marquée. Donc c'est vraiment une spondylarthrite très aiguë. Voilà ici les signes. Comme je vous l'ai dit, ça apparaît souvent en dernier, c'est-à-dire que souvent le patient a déjà eu ces signes urétro ou conjonctivaux avant l'apparition de l'arthrite.
Donc, il faut chercher à l'interrogatoire ces signes d'urétrite, de conjonctivite lorsque vous voyez le patient arriver. Mais s'y associent d'autres lésions qui sont 3 autres types de lésions, les ulcérations muqueuses, je vais vous montrer, et les atteintes cutanées que je vais vous montrer également. Là, je voudrais quand même revoir avec vous la notion de diarrhée. Et là, c'est souvent un peu difficile quand j'essaye d'expliquer ça à vos internes, c'est que la diarrhée, elle précède l'atteinte articulaire si vous avez une atteinte digestive, d'accord, si la bactérie, si le facteur causal est d'origine entéro-digestif, donc ça précède, mais vous pouvez avoir dans les formes post-vénériennes la possibilité d'avoir une diarrhée qui peut être associée. Et ça va être exactement la même chose avec les urétrites. Si vous avez une porte d'entrée génitale, vous pouvez avoir des urétrites qui vont précéder l'apparition de l'atteinte articulaire, mais attention, en cas d'atteinte digestive, bactéries digestives, vous pouvez avoir également des urétrites concomitamment à l'arthrite, urétrites qui sont aseptiques à ce moment-là. Donc, ce va-et-vient entre ces symptômes, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit, et je vous montrerai tout à l'heure un patient que j'ai eu, en tout cas, je vous présenterai son cas, qui développait systématiquement, lorsqu'il faisait une poussée d'arthrite, une urétrite de façon concomitante. Voilà, on pourra en reparler si vous voulez. Et puis là, je vais vous montrer des photos toujours très impressionnantes. À vrai dire, je n'ai jamais vu une triade complète. Comme ça, je vais être obligée de voler des images à certains confrères. Donc, la conjonctivite, elle suit en général l'urétrite. Elle est souvent transitoire. Alors, ça peut être une conjonctivite très marquée ou assez simple. Je vous rappelle que nos étudiants apprennent que dans les manifestations des chlamydioses, il faut toujours rechercher une conjonctivite. Les ulcérations muqueuses, ça aussi, il faut les chercher parce que comme elles sont indolentes, les patients ne s'en plaignent pas forcément. Alors quand les ulcérations ou les plaques sont très diffuses, en général, ils vous en parlent, mais si vous ne le cherchez pas, des petites atteintes de ce type-là, la langue du milieu qui est des papillés, vous ne le verrez pas forcément. Autre élément qu'il faut aller chercher, c'est la classique balanite circinée. La classique balanite circinée, c'est ces ulcérations en pièces, on va dire, qui sont diffuses. Ici, une ulcération de balénite circinée qui est assez caractéristique, vous voyez, avec cette lésion tout à fait nette. Donc, il faut demander au patient de se décaloter et regarder le gland. Il n'y a en général pas de souci quand les patients ont une arthrite, une urétrite, ils n'ont vraiment pas de souci. Là, je vous montre le tableau typique, les 2 signes interrogatoires qu'on va rechercher, diarrhée et urétrite dans les 2 cas, et les atteintes ophtalmiques et les atteintes muqueuses qu'on va rechercher. C'est à nouveau pour vous marquer l'esprit. Vous avez, voyez, j'ai repris des photos de la littérature où vous avez ce type d'atteinte avec la triade oculo-urétro-synoviale qu'on va retrouver chez les patients. Autre type d'atteinte qu'on peut retrouver, alors ça j'en ai vu un petit peu plus, peut-être pas aussi marqué que celle que je vais vous montrer sur les radiographies, sur les images qui suivent, c'est les atteintes cutanées. Ici, pareil, dans la littérature, la balanite circinée, l'atteinte des papillés et l'ulcération muqueuse, et puis vous voyez des espèces de lésions en clous qu'on appelle ici la kératodermie blénorragique, qui correspond à ces aspects qui sont assez caractéristiques, qu'on voit plus beaucoup, mais quand même que je vous cite, qui sont des lésions en clous, on va dire, au niveau palmoplantaire. Alors, ce n'est pas que des pustuleuses, il y a vraiment un aspect hyper caractéristique en clous. Parfois, c'est plus pustuleux, comme éventuellement sur cette image que j'ai tirée du Coffer, vous voyez. Parfois, c'est plutôt kératodermique et fissuraire. Là aussi, image issue du Coffer, étiquetée, syndrome de Fissinger-Leroy-Reiter. Excusez-moi, j'ai dit Reiter, donc on supprime Leroy, de Fissinger-Leroy. Autre élément, le pso. Donc, il faut toujours chercher le pso soit discret du péri en arrière de l'oreille, soit pustuleux palmoplantaire, à nouveau, vous voyez cette pustule qui est assez évocatrice, là, des lésions de kératodermie palmoplantaire associées à une atteinte psoriasiforme assez marquée. Donc, c'est l'ensemble de ce tableau qu'on appelle le syndrome de Fissinger-Leroy, le syndrome oculo-urétro-synovial. Ça ne représente que 80% des patients. Ce qu'on voit le plus souvent, à vrai dire,
Alors, c'est à peu près 6 à 10 patients par an dans un service ayant un bassin de population, pour ma part, qui peut être assez important. Les formes sont souvent incomplètes ou atypiques, et c'est souvent des arthrites ou des monoarthrites ou des oligoarthrites associés à un épisode infectieux, et on n'a pas forcément tous les signes que je viens de vous citer. Donc, recherchez systématiquement, surtout quand c'est très aigu, la diarrhée et l'atteinte urétrale. Et parfois, ça ressemble à des poussées de spondylarthrite aiguë, et vous ne pensez pas forcément à rechercher une causalité qui pourrait être éventuellement une infection, une IST. Et je pense qu'il faut y penser chez nos plus jeunes patients qui arriveraient avec une poussée, alors qu'auparavant, ils sont plutôt contrôlés. Pour être assez simple, 3 conditions pour poser le diagnostic d'arthrite réactionnelle: des signes cliniques évocateurs, soit complets comme je viens de l'expliquer, mais dans la plupart des cas, c'est des formes plutôt tronquée de mono-oligoarthrite, avec la recherche d'une infection muqueuse déclenchante digestive ou urétrale. Et il va falloir mettre en évidence l'infection causale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des critères de classification qui ont été faits. Alors, bien sûr, là, je reprends la clinique. C'est des critères qui ne sont pas utilisés, qui émanent d'un groupe de réflexion de 1999, donc c'est assez ancien. Mais vous voyez que le critère diarrhée et urétrite, c'était entre 3 jours et 6 semaines pour nos collègues qui ont été retrouvés et qu'on demandait de retrouver en PCR et en NAT, parce que vous savez que maintenant c'est ce qu'on utilise également en pratique de tous les jours, de rechercher le chlamydia lorsqu'on avait une suspicion d'arthrite suite à une urétrite à chlamydia. L'anamnèse va vous aider, le comptage sexuel, la symptomatologie urogénitale, les diarrhées, des signes de spondylarthrite. Le syndrome inflammatoire est assez marqué. Vous allez bien sûr chercher les autres étiologies de rhumatisme très aigu. Donc on va faire une ponction articulaire qui là aussi est à nouveau très inflammatoire mais stérile. La culture doit être envoyée. Pensez à faire une culture de gonocoque malgré tout, de manière à pouvoir éventuellement cultiver un gonocoque, parce que je vous rappelle que les arthrites à gonocoque peuvent être responsables de polyarthrite septique. On sort un petit peu du domaine là de l'arthrite réactionnelle, mais on peut avoir des polyarthrites septiques à gonocoque. Et donc, habituellement, le gonocoque est plutôt reconnu, non pas dans le cadre des arthrites réactionnelles, mais des arthrites septiques. Là aussi, on en reparlera probablement. Le B27, sa prévalence est plus importante si le patient a une infection digestive. Et puis, comme d'habitude, vous allez rechercher les signes habituels de rhumatisme inflammatoire axial ou de rhumatisme inflammatoire anthésitique par l'imagerie, écho-Doppler, IRM, après avoir réalisé éventuellement une radiographie de standard du bassin qui est, dans la grande majorité des cas, normale lorsqu'on cherche une sacrolyte à la phase d'état débutante d'arthrite réactionnelle. La recherche de bactériologique, donc coproculture, on a vu si on a une suspicion digestive. Attention, là je fais une petite assise, méfiez-vous d'une infection à Yersinia qui pourrait déclencher une poussée de colite chez un patient ayant un antécédent de Mickey. Il faut aussi penser à tout ça. On peut se faire avoir dans ces contextes, donc parfois il faut reprendre l'avis de nos collègues gastro-entérologues. Si on a une suspicion éventuellement de Mickey qui serait méconnue, ça peut être aussi une cause de poussée. En l'occurrence, là, on cherchera, si c'est une porte d'entrée digestive, Yersinia, mycoplasme, etc. Sur le plan génital, vous savez que le portage, dans la grande majorité des cas, sur le plan génital, est asymptomatique. Donc, il faut interroger quand même l'entourage, en tout cas, demander au patient d'interroger son entourage et les partenaires qu'il a pu avoir. S'il y a eu plus de partenaires, laissez-le faire. N'allez pas non plus interroger de façon inadaptée. C'est au patient d'interroger ses partenaires. Il va falloir faire un prélèvement. Le prélèvement, maintenant, vous savez que c'est le PCR ou NAT sur urine premier jet chez l'homme et qu'on va demander des auto-écouvillons vaginaux, cervicaux, rectaux, voire pharyngés en fonction du contexte, dans l'hypothèse de rechercher chlamydia et gonocoque. Les sérologies n'ont plus d'intérêt et bien sûr, il faut absolument rechercher toutes les IST habituelles et tout particulièrement la syphilis actuellement. Nos collègues infectiologues disent que quand même il y a une grosse recrudescence de la grande simulatrice, donc se méfier de ça malgré tout.
Quelques éléments du diagnostic différentiel. Vous savez très bien que la limite nosologique parfois des arthrites réactionnelles est difficile parce que parfois on retrouve des arthrites réactionnelles avec des germes qui peuvent être responsables d'arthrite septique. Parfois, ce n'est pas une arthrite réactionnelle, mais tout simplement une poussée aiguë de spondylarthrite sans déclenchement d'origine bactérienne. Et il faut quand même toujours, comme d'habitude en rhumatologie, très aiguë et très inflammatoire, éliminer une arthrite septique. Dans cette arthrite septique, les germes habituels, mais aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le gonocoque, il faut y penser. Il faut penser aux autres étiologies, l'atteinte microcristalline. Et on a des manifestations rhumatismales qui sont proches, qui parfois peuvent nous égarer. C'est le B7, hein, mais B7 éventuellement avec des aphthoses, une maladie cœliaque, la maladie de Whipple, vous savez très bien là aussi avec une persistance bactérienne. Il faut y penser. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les infections virales, même si actuellement, vous avez dans la littérature de plus en plus de cas de description d'arthrite réactionnelle associée au Covid. Je ne crois pas qu'on en ait vu beaucoup, en tout cas pour ma part, j'en ai vu aucune. Ça, on pourra également en discuter tous ensemble. Pour aller un petit peu plus loin dans le diagnostic, c'est l'évolution de ces arthrites réactionnelles à l'heure actuelle. L'évolution est plutôt favorable dans la grande majorité des cas. Quand je dis favorable, c'est-à-dire qu'il y aura une rémission du patient. Mais elle est parfois très longue. Classiquement, elle est de moins de 6 mois. Et plus les manifestations ont été brutales initialement, souvent plus c'est difficile de contrôler rapidement le patient. Et le HLA-B27 fait souvent la présence d'un risque de récidive ou de chronicisation. Ça, c'est un élément important. Mais dans l'absolu, dans la grande majorité des cas, les patients vont plutôt favorablement. Dans 20% des cas, 20 à 30% des cas, on va avoir des patients qui vont avoir deux types de risques. Des patients qui ont un risque de développer d'authentiques spondyloarthrites, qui vont se chroniciser avec l'addition d'autres manifestations rhumatismales. Et ce que j'ai vu, moi, un petit peu plus fréquemment, c'est des patients avec des manifestations récidivantes. Hein, je vous parlais de là de mon patient qui a récidivé. À chaque fois qu'il faisait une arthrite, il avait une urétrite. Et j'ai à chaque fois reprélevé, redemandé des prélèvements. Et ces urétrites étaient aseptiques de façon surprenante. Mais on aurait pu éventuellement envisager des récidives ou des réinfestations en fonction du comportement des patients. Et pour vous parler de mon patient, même s'il utilisait un préservatif, ces arthrites, il avait des arthrites souvent après des rapports sexuels avec de nouveaux partenaires. C'est un patient qui avait des rapports avec une homme-femme. Facteur prédisposant à la chronicité, ben, je vous l'ai dit, B27 et puis l'intensité des cils muqueux. Alors, qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, si on a une suspicion d'arthrite réactionnelle, d'abord, on va faire de l'IST. Il faut d'abord penser à dépister les IST, à dépister la famille, à mettre les patients éventuellement dans les centres de consultation adaptés par nos collègues infectiologues. Donc là, ne regardez pas ce que j'ai souligné parce que actuellement, le premier traitement, c'est doxycycline Peros pour les traitements anti-chlamydia pendant 7 jours et systématiquement une injection de ceftriaxone dans l'hypothèse d'une arthrite gonococcique. Les arthrites aiguës infectieuses sont prises en charge de façon très rapide comme ça. Et vous savez que même on a actuellement les collègues ont des réflexions sur la prévention des arthrites avant les rapports sexuels à risque, des urétriques, pardon, avant la prise de risque pour certains patients. Est-ce qu'on va traiter par antibiotiques? Non. La grande majorité des arthrites réactionnelles ne répondent pas aux antibiotiques au long cours. Il y a eu des études pas très bien faites, très anciennes, qui seraient plutôt en faveur. Cependant, le seul élément où on a vu qu'il y avait un certain intérêt, c'est les arthrites à chlamydia. Et là, on s'accorde avec nos collègues infectiologues pour savoir combien de temps on va traiter ces arthrites à chlamydia. Mais le plus important, c'est la période de traitement par doxycycline pendant les 7 jours, comme je vous l'ai précédemment dit. Après avoir traité cet épisode infectieux, alors pour le gastroentérologie, là c'est pareil, on va prendre la tâche de nos collègues gastroentérologues ou infectiologues si on a une diarrhée d'origine digestive.
Sur le plan rhumato, c'est une spondylarthrite. Après avoir fait ses premiers traitements, on va faire comme d'habitude. On va prendre en première intention un anti-inflammatoire non stéroïdien, couvrir le nectaire, sauf en l'absence de contre-indication. Donc, on va essayer de traiter nos patients qui ont ces tableaux d'oligoarthrite associés ou non à un G ou non à des manifestations psoriasiques. On va essayer de les traiter de la même façon. La corticothérapie par voie générale, plutôt décevant. N'oubliez pas qu'elle peut avoir un intérêt en injection locale et qu'elle peut avoir aussi un intérêt sur certaines manifestations en partie oculaires. Donc ça, il ne faut pas hésiter à envoyer vos patients voir un ophtalmologiste qui fera des prélèvements avec recherche de chlamydia et aussi recherche de syphilis. Donc là aussi, il faut essayer le plus possible d'essayer d'améliorer nos patients. Sur le plan du traitement de fond, vous savez que ça, c'est ce qu'on avait marqué il y a très longtemps, il y a plus de 15 ans. Il y avait peu d'études sur les traitements de fond. Il y a 2 études sur la salazopyrine, sulfasalazine, qui sont pour l'une faiblement positives, pour l'autre absolument négatives. C'était entre 2 et 3 grammes. Mais c'était les seules études du traitement de fond qu'on a. Je vous donne ici, vous voyez, c'était il y a 25 ans. Peut-être un petit élément en faveur d'une plus grande rapidité avec la salazopyrine, mais voyez que c'est moins de 20% des patients. Voilà. Par contre, on n'a pas de nouveauté par rapport à il y a 2-3 ans, mais on a beaucoup de cas cliniques rapportés, surtout du rétrospectif, de l'utilisation des anti-TNF. Il y en a un qui est français, c'est la première ligne, c'est les travaux du CRI. Vous voyez, on est les travaux du CRI collaboratif, même avec 10 patients. Ça fait de très beau papier dans lequel on parle longtemps après. Cette étude était positive. Vous verrez, je vous ai listé les différents médicaments qui ont été utilisés à l'époque. Parce que l'une des inquiétudes qu'on avait, c'était éventuellement d'avoir une récurrence infectieuse ou un risque infectieux supplémentaire chez ces patients qu'on allait traiter pour des arthrites réactionnelles. Cette étude et ces rétrospectifs nous a complètement rassurés. Pas de risque infectieux et surtout une grande efficacité chez les patients qui avaient été rapportés. Plus récemment, si on sort des anti-TNF, on a des données sur le sécukinumab, 2 papiers sur le sécukinumab, mais c'est des cas cliniques avec des résultats plutôt favorables. Et un papier, c'est surprenant, sur le tocilizumab, qui est quand même pas normalement dans la gamme des traitements des spondylarthrites, qui là aussi serait positif, mais il faut garder ça avec précaution. Donc vous voyez un petit peu là, ce qui est noté dans cette revue, qui n'est pas exhaustif, mais bon, c'était un code couleur qui me paraissait sympa. Finalement, on n'a pas beaucoup de données très forte sur le plan scientifique, mais pas mal de données sur l'utilisation des anti-TNF en rétrospective, parfois en association. Les associations sont citées ici. À quel moment finalement faut-il mettre ces anti-TNF? C'est une vraie question. On a vu que l'évolution était très, très, très sévère parfois. Donc, parfois dans les services, on se dit au bout de 10-15 jours de prise en charge des patients, échec des AINS, on aimerait bien éventuellement introduire un traitement par anti-TNF alpha à forte dose après traitement du risque infectieux. C'est ce que j'ai fait pour quelques patients, sans passer par la case traitement de fond, parce que ce soit le méthotrexate ou la salazopyrine, on n'a pas forcément énormément de données scientifiques. Alors, vous pourriez me dire pour les anti-TNF, on n'a que des cas rapportés, et c'est vrai, il n'y a pas de souci. Alors, je vais finir. Donc, je vous ai dit les mécanismes, on a vu, l'infection déclenchante, ils font partie des spondyloarthrites, AINS en première intention, anti-TNF en cas d'échec. Et puis, peut-être pour répondre à la question que je m'étais posée là, lorsqu'on avait discuté au niveau du COFER, manifestement, on ne voit pas d'augmentation à l'heure actuelle du risque d'arthrite réactionnelle. Elle perdure en prévalence, mais il n'y a pas eu d'augmentation majeure. L'une des explications, ça serait probablement un traitement précoce des urétrites non gonococciques. Maintenant, c'est tout à fait acquis ce traitement précoce. Même si l'utilisation du préservatif semble être en décroissance, la prévention du risque de contamination par VIH et le traitement précoce des urétrites serait peut-être un élément qui permettrait de ne pas avoir cette explosion d'arthrite réactionnelle. Cependant, ça me paraissait important de vous rappeler que ça existe et qu'il faut parfois interroger les patients dans ce sens-là, et je pense que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Emmanuel. J'ai un peu dépassé mon temps. Pardon? J'ai un peu dépassé mon temps. Un petit peu, mais on va quand même, s'il y a des questions brûlantes,
dans l'auditoire répondre à une ou deux questions. En attendant que vous ayez le temps d'écrire soit dans la conversation, soit dans le question-réponse. Tu as dit qu'il n'y avait pas eu d'explosion du nombre de cas, mais est-ce que tu as l'impression que les dernières années, il y a plus de patients qui passent d'une arthrite réactionnelle à une spondylarthrite que par le passé? Ou est-ce que ça reste toujours à peu près pour toi la même proportion? Alors ça, alors nouveau, hein, on voit peut-être 4-5 patients par an, donc c'est difficile de se faire une idée. J'aurais tendance à dire non, parce que j'ai quelques patients que je n'ai vu qu'une seule fois. Mais c'est vraiment affaire d'experts, et encore, avec 5 ou 6 patients annuels, c'est difficile de se faire vraiment une idée. Oui, c'est sûr. Et pour l'utilisation des anti-TNF, donc si effectivement on a une forme qui évolue vers une spondylarthrite, bon, ça apparaît anti-TNF, anti-L7, bon, ça paraît logique de vouloir mettre un traitement de fond. En revanche, si on le met assez tôt parce que le patient ne répond pas aux INS, et on sait qu'effectivement ça peut durer jusqu'à plusieurs mois parfois, le tableau d'arthrite réactionnelle, est-ce que tu te fixes un délai au bout duquel tu essayes d'arrêter le traitement? Oui, ben j'essaye, je maintiens 6 mois, et après, à partir de 6 mois, je commence la décroissance. Dans l'idée d'essayer d'arrêter à 12 mois, parce que la grande majorité des patients, normalement, ne récidivent pas. Voilà, j'espace évidemment les traitements. Mais c'est vrai que j'ai des patients que j'ai gardés maintenant que je suis avec des spondylarthrites authentiques à début réactionnel, et en particulier le patient qu'on avait mis en 2011 dans l'étude de nos collègues de Strasbourg, il est suivi au long cours dans le service. Ok. Merci beaucoup, Emmanuel, pour cette mise à jour sur les arthrites réactionnelles. Comme on a un petit peu dépassé le temps, je pense qu'on va arrêter ici. Là, je ne vois pas de questions pour l'instant. Et on vous donne rendez-vous en décembre pour 2 nouveaux épisodes des Mercredis du Cofer. Vous recevrez bientôt un mail d'information avec les liens pour vous inscrire sur les prochains webinaires. Bon après-midi à tous. Merci à tous. Merci Guillermo.